Bonsoir à tous, bienvenue sur Monaco Info pour une nouvelle édition. Voici les titres de votre journal. Amazonico se dévoile, la nouvelle adresse festive ouvrira ses portes le 5 avril prochain. Une de nos équipes a pu pénétrer dans les lieux avant son inauguration. Reportage à suivre dans quelques instants. On les surnomme les soldats du feu, mais leurs missions d'intervention sont nombreuses, à l'image des missions aquatiques. Nous avons suivi ce soir les sapeurs-pompiers de Monaco à l'épreuve de l'eau. L'essor des réseaux sociaux a développé la culture du paraître, mais à quel prix et dans quelles conditions ? Alors que le Congrès mondial de médecine esthétique et anti-âge s'ouvre demain au Grimaldi Forum, nous évoquerons cette réalité avec Catherine Decuyper, cofondatrice de l'événement. La jeunesse de Télé Monte Carlo s'expose à l'Institut audiovisuel de Monaco. On y découvre la formidable aventure des 20 premières années de cette chaîne qui a rayonné sur toute la Riviera lors de son lancement en 1974. Puis nous reviendrons sur l'annonce du cancer de Kate Middleton qui a bouleversé la communauté britannique. Notre correspondante à Londres, Marie Billon, décryptera cette actualité avec nous. Elle est annoncée comme la nouvelle adresse festive de Monaco. Amazonico doit ouvrir ses portes le 5 avril prochain. Plus qu'une expérience gustative, l'établissement promet un véritable voyage sur les rives de l'Amazone avec une cuisine créative. Un concept qui mêlera la gastronomie à la fête que vous dévoilent Frédéric Elion et Hugo Comassa. Welcome to the jungle, Amazonico débarque bientôt. À Monaco, le concept festif et gourmand, créé en 2010 par Sandro Silva et Marta Seco à Madrid, s'est exporté à Londres et Dubaï en 2019 et va s'implanter très prochainement en Principauté, place du Casino au-dessus du Café de Paris. Avant l'ouverture aux clients prévue le 5 avril, les équipes révisent leur gamme en cuisine et en salle. On s'entraîne, on fait ce qu'on appelle du roleplay, c'est un soft opening. Donc on entraîne, on rectifie, on coach. Le but c'est que lorsque le premier client découvre l'établissement, soit déjà bien réglé et que les petits détails soient déjà bien affinés. Comme on dit, on n'a qu'une seule chance de faire une belle ouverture. Donc on va saisir cette opportunité. 30 services à blanc vont être effectués d'ici l'ouverture. Objectif de l'entraînement du jour, la prise de commande et les 5 premières minutes avec le client. Au total, 200 personnes travailleront dans l'établissement qui pourra accueillir les clients aussi bien en intérieur qu'à l'extérieur avec différentes ambiances. On a la chance d'avoir une fabuleuse terrasse qui donne sur la place du Casino. Ensuite, on a un lounge intérieur, donc c'est où on se trouve en ce moment. On a juste derrière nous une cigare terrasse qui fait 60 couverts assis. Terrasse lounge de l'autre côté, juste en face de moi. Et puis une petite surprise pour les noctambules à l'étage du dessous, un club qui sera ouvert jusqu'à 4h du matin. Terrasse sur la place du Casino, vous allez voir, c'est une ambiance live musique. Ici en intérieur, c'est un peu plus décontracté avec des performeurs, des DJ. La cigare terrasse derrière, c'est vraiment prévu pour, comme vous l'avez dit, chiller, pouvoir déguster un cigare, une chicha, boire un verre et décontracter. Comme son nom l'indique, Amazonico proposera une cuisine sud-américaine avec viande et poissons grillés, mais il y aura aussi une influence asiatique avec une cuisine à sushi. La carte des vins affichera plus de 700 références, restaurants, bars et clubs compris. Amazonico pourra accueillir un peu plus de 1000 personnes par soir. What do we say? Welcome to the Quand ils ne sont pas en intervention, les sapeurs-pompiers de Monaco s'entraînent pour affronter toutes les situations. Et certains d'entre eux sont aussi habilités à la plongée sous-marine. Immersion lors d'une matinée de préparation à la plongée en surface non libre dans ce reportage d'Alban Gingembre et Alexandra Marangoni. Tous les pompiers ne sont pas plongeurs. À Monaco, ils sont 6. Leur particularité, la qualification SNL, intervention en surface non libre, c'est-à-dire dans des milieux où il est impossible de remonter directement à la surface. Les plongeurs sont partis poser une ligne de vie pour une reconnaissance sous la digue. Donc on fait le tour de la digue, on posait le fil. Donc on s'est vraiment passé ce qu'on appelle un SNL, surface non libre. Le port de Monaco a cette particularité d'être en partie construit sur l'eau, un terrain d'entraînement parfait pour les plongeurs. C'est bien pour nous, ça nous permet de nous entraîner. Ça permet également de connaître les lieux. Si un jour on doit intervenir, on connaît les lieux et on ne sera pas surpris le jour J de l'intervention si toutefois on doit intervenir.
Il y a 2-3 mètres de visu, c'est pas fou. Ouais. Et la longueur totale de la ligne, c'est 60 mètres. C'est bon, nous on note tout et après vous déséquipez et on prend le relais. Les interventions en mer sont d'abord assurées par la police maritime, mais les plongeurs du corps des sapeurs-pompiers peuvent intervenir si besoin, d'où la nécessité de se préparer. Au plus on répète nos gammes, au plus on est entraîné, au plus l'intervention sera facile. Exercice réussi pour aujourd'hui. Et notez que toutes les activités et les missions du corps des sapeurs-pompiers de Monaco sont à retrouver sur son nouveau site internet pompier.gouv.mc. Puisque nous étions en mer, restons dans le domaine avec cet anniversaire, celui de la Confédération mondiale des activités subaquatiques. Elle fêtait le week-end dernier en principauté ses 65 ans d'existence. L'occasion de dévoiler les dernières nouveautés du CIMAS. On écoute sa présidente, Anna Arzonova, au micro de Frédéric Elion. I'm sure that in France and Monaco everybody knows CIMAS because it's the CIMAS was born here, and today we have the 65th anniversary of CIMAS, and today also a special day because we launched the CIMAS TV. It will be streaming, it will be clipping and highlights of the events, as well as archives and the events of the national organizations. And whatever interesting will be in CIMAS, we will try to put it on the CIMAS TV. Le Congrès mondial de médecine esthétique et anti-âge revient à Monaco pour sa 22e édition. Plus de 15 000 participants sont attendus à partir de demain au Grimaldi Forum. Ce rendez-vous réunit les marques les plus fiables du secteur, à l'heure où les réseaux sociaux participent à l'essor de la culture du paraître, mais aussi malheureusement aux injections illégales. La MWC reste un congrès de professionnels, et ce depuis plus de 20 ans maintenant. Une expertise reconnue dans le monde entier. Pour en parler, Catherine Decuiper est en duplex avec nous pour développer cela. Bonsoir. Oui, bonsoir Émilie. Quelles sont les dernières innovations dans le domaine de l'anti-âge et de la médecine esthétique ? Pour cette 22e édition de la MWC, on ne peut pas parler de réelles nouveautés parce que c'est un milieu où il y a forcément des petites évolutions technologiques ou de produits, mais il n'y a jamais de grandes révolutions. On a placé le congrès, on appelle ça les 4 E. On dit que c'est l'expertise, l'évidence, l'excellence et l'engagement. Alors l'expertise parce qu'on fait appel aux plus grands experts du monde, l'évidence parce que toutes les communications, tous les messages qui sont passés sont basés sur une évidence scientifique. On parle d'excellence parce que ce sont forcément des niveaux de formation qui ont le but pour que chaque médecin atteigne un niveau d'excellence, et l'engagement puisque chacun de nos orateurs s'engage à transmettre ce message. Alors aujourd'hui, on se retrouve devant un monde qui finalement, tout le monde veut ressembler à tout le monde. On souhaiterait revenir à quelque chose d'un peu plus réel, dire que la médecine esthétique, c'est pas une mode, c'est pas un passage obligatoire, c'est simplement quelque chose qui est possible. Vous avez possibilité de corriger des défauts, mais ce n'est pas dans le but de ressembler à tout le monde et d'être cloné finalement. Et c'est un secteur qui est aussi encadré. Là, je fais référence à l'essor des injections illégales qui se multiplient. On souhaiterait que les médecins d'abord reviennent eux à une éthique, et que dans le monde global de l'esthétique, pas seulement le milieu médical, on puisse contrôler effectivement ces choses. Et une nouvelle fois, je veux vraiment donner un message d'alerte. N'allez pas chez ce qu'on appelle les fake injectors, c'est dramatique. J'ai vu des choses dramatiques. J'ai vu des filles perdre leur nez. J'ai vu des jeunes femmes devenir aveugles. J'ai vu des lèvres nécrosées. Donc faites très attention, c'est très très dangereux. Les médecins sont là, ils feront toujours ce que vous voulez qu'ils vous fassent, mais ça sera fait avec une véritable approche médicale, et je pense que ça c'est un message vraiment très important à passer. Là on le précise, on parle bien de médecine esthétique et non pas de chirurgie. Quelle est la différence ?
On va dire que tout ce qui est médical, c'est fait par un médecin. Tout ce qui est chirurgical est fait par un chirurgien. On opère de moins en moins, même si la chirurgie reste une base importante, mais on opère de moins en moins. Cela dit, dans notre congrès, on a autant de médecins, dermatologues ou médecins esthétiques ou d'autres spécialités que de chirurgiens. Mais les chirurgiens font de la médecine esthétique, ce qui est un peu paradoxal, mais on ne peut pas faire de la chirurgie sans faire de médecine esthétique. C'est un complément. Est-ce que aujourd'hui, Catherine Decuper, c'est un secteur qui reste accessible à tous, aussi bien financièrement, mais aussi au niveau du sexe, aussi bien les hommes que les femmes ? Oui, bien sûr, les hommes font appel à la médecine esthétique depuis très longtemps. C'est pas un phénomène nouveau. Ça s'est complètement démocratisé. Ils ont besoin de garder une allure fraîche pour garder quelquefois un poste qui est en représentation. Au niveau financier, ça reste raisonnable. Si vous avez besoin de faire des petites corrections, les prix sont abordables. Alors on peut pas dire que tout le monde y a accès forcément, mais si on reste dans le raisonnable, on peut arriver à faire des choses très bien pour pas très cher. 900 marques les plus fiables du secteur seront présentes sur ces 3 jours du salon. Que représente ce rendez-vous pour les participants ? Ce congrès est le plus gros congrès au monde, puisque aujourd'hui il est dans sa 22e édition. Aujourd'hui, c'est 15 000 participants qui sont présents, peut-être un peu plus puisque on n'a pas encore ouvert les portes, mais l'année dernière ils étaient 15 000. Ça représente un rendez-vous absolument incontournable. Tous les lancements sont faits à ce congrès. C'est important pour les marques de pouvoir retrouver les plus grands experts du monde qui sont là et qui vont ensuite retourner chez eux pour porter les nouveaux messages qui sont sortis cette année. Eh bien, merci beaucoup Catherine Decuper d'avoir été notre invitée sur Monaco Info. Le congrès mondial de médecine esthétique et anti-âge, c'est donc à partir de demain jusqu'au 29 mars au Grimaldi Forum. Merci beaucoup. Absolument. Bonsoir. Elle a été inaugurée par le prince Régnier III en 1954, au lendemain de la fête nationale. Télé Monte Carlo s'expose à l'Institut audiovisuel de Monaco. Dans un premier volet à découvrir jusqu'à l'année prochaine, on y découvre la jeunesse de cette chaîne qui est née en principauté et qui est devenue celle que l'on connaît aujourd'hui. De Télé Monte Carlo à TMC, de l'invention de la télévision moderne à la couleur, Christine Datomel lève le voile sur cette exposition sur des images réalisées par Julien Laugier. Remontons quelques années en arrière et souvenez-vous des premiers pas de José Sacré et de Frédéric Gérard sur TMC. C'est ce que vous propose l'Institut audiovisuel avec ce cabinet des curiosités consacré à la naissance de la célèbre chaîne de télévision monégasque. Une exposition marquée par plusieurs temps forts. Au-delà de la naissance, c'est effectivement marqué très vite aussi une identité forte qui se distingue clairement de la RTF. Donc, des speakers et des speakerines jeunes, très très joviales, très aimables, et surtout une participation proposée aux téléspectateurs. Autre temps fort de l'exposition, des images du mariage princier de 1956 réalisées par TMC, Télé Monte Carlo ayant assuré en Eurovision le mariage princier. Et même si la plupart des émissions étaient tournées en direct à l'époque, de nombreux films sommeillaient dans les archives de l'Institut audiovisuel, des joyaux présentés également dans ce cabinet des curiosités. Il y a quand même une partie de reportages qui sont effectués en pellicule, donc on en a retrouvé quelques-uns et c'est ce qu'on vous propose de découvrir dans cette exposition, mais aussi des reportages liés à l'actualité sportive. Et la belle surprise aussi, c'est des très beaux sujets sur le cinéma des années 50 et 60. On vous proposera par exemple de découvrir Jeanne Moreau à 29 ans qui est interviewée par un journaliste de Télé Monte Carlo. En plus de la visite de ce cabinet des curiosités, l'Institut audiovisuel proposera également tout au long de l'année différentes projections. Vous pourrez ainsi revoir par exemple le film qui célébra les 25 ans de règne du prince Régnier III sur TMC à l'époque. Prenons la direction du Royaume-Uni à présent, où l'annonce du cancer de Kate Middleton a mis fin à des semaines de rumeurs sur son état de santé. C'était la première fois que la princesse de Galles prenait la parole depuis son hospitalisation. Pour en parler, notre correspondante Marie Billon est avec nous. Bonsoir Marie.
Bonsoir. Cette annonce du cancer de Kate Middleton a créé une vive émotion dans tout le pays, hein. Oui, déjà parce que personne ne s'y attendait. En janvier, quand elle a été opérée, le palais avait bien précisé que ça n'était pas cancéreux. Et comme elle l'a expliqué dans sa vidéo, c'était vrai à l'époque. Et c'est les analyses plus tard qui ont révélé qu'il y avait effectivement présence de cellules cancéreuses. Donc le fond de la déclaration a beaucoup surpris. La forme aussi, voir apparaître la princesse sur ce banc un peu isolée en costume de maman, c'est comme ça un petit peu c'est comme ça qu'on l'a décrite en fait au Royaume-Uni avec ce pull à rayures et ce jean très décontracté. Ça a surpris. On a l'habitude de la voir très propre sur elle, vraiment très chic. Et là, on voyait que c'était une vidéo qui était faite pour montrer l'intimité. Et puis elle avait très peu de maquillage, voire pas de maquillage du tout. Encore une fois, ce dont on n'a absolument pas l'habitude. Elle paraissait visiblement fatiguée, et ça a surpris et ça a illustré un petit peu la raison pour laquelle elle a attendu pour faire cette annonce, outre le fait qu'elle est vraiment tombée à 6 heures du soir, heure britannique, c'est-à-dire au tout début des vacances scolaires. Et le but, évidemment, c'était d'attendre que ces enfants ne soient plus à l'école pour qu'ils ne puissent pas être chahutés ou interrogés sur la santé de leur mère. Dans ce message, elle reste très digne, hein. Elle veut rassurer la population tout en ayant aussi une pensée pour ceux qui font face à cette maladie. Oui, alors effectivement, elle a attendu pour faire cette déclaration, donc que les enfants ne soient pas à l'école, certainement aussi de commencer sa chimiothérapie et d'aller peut-être un petit peu mieux après ses premiers moments de chimiothérapie. Et oui, elle a fini son message en pensant à toutes les personnes qui souffrent ou qui ont souffert d'un cancer, en leur disant qu'il et elle ne sont pas seuls. Et c'est ce qu'avait fait aussi le roi Charles III quand il avait d'abord annoncé son opération de la prostate et puis son cancer. La famille royale, vu les problèmes de santé qu'ils ont, il y a aussi Sarah Ferguson, l'ex-épouse du prince Andrew, qui souffre d'un cancer aussi, même s'ils sont divorcés, ils vivent toujours ensemble. 3 personnes dans la famille royale, 2 dans vraiment les plus seniors membres souffrent de cancer, et ils ont été relativement ouverts dans leurs conditions sur cette maladie, et on a vu qu'il y a eu une multiplication des visites de sites pour la prostate et puis ensuite pour les cancers après leurs annonces. C'est-à-dire que finalement la monarchie avec ses problèmes de santé s'est trouvé une autre raison d'être plus moderne, qui est de délier les langues sur les questions de santé, et c'est quelque chose qui est très apprécié et vraiment très salué au Royaume-Uni. Cette annonce intervient, Marie Billon, après plusieurs semaines de folles rumeurs sur l'état de santé de la princesse de Galles, mais aussi sur son couple qui a fait la une des tabloïds, hein. Oui, effectivement, il y a eu toutes sortes de rumeurs qui ont circulé sur les réseaux sociaux depuis des semaines, certaines clairement misogynes, d'autres très intrusives, en tout cas toutes très gênantes pour la famille royale. La presse les a reliées dans une certaine mesure pour ne pas ignorer l'intérêt des Britanniques pour ce qui était en train de se passer, mais les journaux les plus sérieux n'ont pas relayé le fond de ces spéculations. En tout cas, ce qui est certain, c'est que du moment que la princesse de Galles a fait ses annonces, eh bien, tous les journaux et tout le monde s'est retourné en disant « Oh, vous voyez bien, il suffisait juste d'être patient ». Donc, il y a eu une bonne dose d'hypocrisie dans les médias et aussi sur les réseaux sociaux une fois que l'annonce a été faite, parce que vraiment, la princesse de Galles a été victime de trolls, comme on dit vraiment sur les réseaux sociaux, de personnes qui se permettaient des spéculations complètement honteuses et très intrusives sur sa santé, sur, comme vous le disiez, son couple et sa famille. Alors on le comprend, Marie Billon, la princesse de Galles ne va pas faire d'apparition officielle pendant quelques mois. Le roi Charles III, lui, a confirmé sa présence à un moment très important pour les Britanniques ce week-end. Oui, il apparaîtra pour la messe de Pâques, c'est-à-dire qu'on va le voir aller à l'église le jour de la messe de Pâques. Alors c'est une tradition pour de voir le monarque et sa famille se rendre à la messe de Pâques, et le palais a confirmé que le roi serait visible à ce moment-là. Et c'est quelque chose d'important que Kate, princesse de Galles, qui n'a pas de rôle proprement constitutionnel, n'apparaisse pas et se concentre sur sa guérison et sa vie de famille. C'est une chose. Le roi, le monarque, a des devoirs constitutionnels dont il ne s'est pas déchargé, c'est-à-dire que même s'il n'apparaît plus en public parce qu'il doit fréquenter le moins de gens possible,
à cause de sa chimiothérapie, il continue à exercer ses pouvoirs constitutionnels, c'est-à-dire à lire les papiers du gouvernement, à rencontrer son Premier ministre. Il est toujours le roi, finalement. Il fait moins ses devoirs de présentation, mais il reste le monarque. Donc, c'est important qu'on voit comment il va, qu'on voit un petit peu dans quel état il est, et qu'il montre qu'il est toujours le roi. Comme le disait sa mère, il faut que je sois vu pour être cru. Alors, il peut être moins vu en ce moment pour des raisons évidentes de santé que tous les Britanniques comprennent, mais il faut quand même qu'on l'aperçoive de temps en temps, surtout qu'on sait par des sources du palais qu'il est très frustré par justement la restriction de ses mouvements à cause de sa maladie, ou plus exactement à cause de sa chimiothérapie. Eh bien, merci beaucoup Marie Billon d'avoir été avec nous pour décrypter cette actualité au Royaume-Uni. Merci beaucoup. Merci à vous. Jetons un coup d'œil à présent sur les derniers résultats sportifs des représentants monégasques en tennis. Hugo Nys, associé à Jan Zielinski, s'est incliné en 8e de finale de l'Open de Miami. 7-5, 7-6 après un match très disputé face à la paire Bopana-Ebden. Lisa Pou a signé, elle, une 12e place aux 10 km en eau libre lors de la première manche de Coupe du Monde dans la baie de Soma en Égypte. La nageuse monégasque qualifiée pour les Jeux Olympiques de Paris termine à 8 secondes seulement de la vainqueur, la championne du monde en titre, Léonie Beck. Intéressons-nous à présent à cet hymne religieux mis en musique par de nombreux compositeurs comme Haydn, Verdi ou Rossini. Le Stabat Mater a résonné en la cathédrale de Monaco lundi soir. Ici, c'est l'interprétation de Luigi Boccherini, compositeur de la fin du XVIIIe siècle, qui a été présenté au public. José Sacré vous livre plus de détails dans ce reportage réalisé avec Julien Laugier. Lundi 25 mars, proposé par le diocèse de Monaco et l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, une œuvre rarement jouée, le Stabat Mater de Luigi Boccherini, a été donné à la cathédrale de Monaco. C'est le début de la Semaine Sainte, c'est la grande semaine des chrétiens. Et il est bon d'avoir un temps spirituel, artistique, qui nous élève un peu en début de Semaine Sainte, adressé à tous, indépendamment des convictions, mais adressé à tous, quoi. Stefanie Stegger, soprano autrichienne formée au Mozarteum de Salzbourg, était la soliste de ce concert, interprété par 5 musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, Peter Suss et Nicolas Delclos violon, François Méraud alto, Thierry Amadi violoncelle et Mathias Benzbana contrebasse. Mon Dieu, faut-il que votre fils soit mort en vain ? Quant au texte, extrait du Mystère de la Charité de Jeanne d'Arc, ils étaient dits par la comédienne Juliette de Gênes, la voix française d'Uma Thurman, de Robin Wright et de Cate Blanchett notamment. La cathédrale était pleine et c'est bien. Et puis c'est un public qui ne pratique pas forcément le dimanche et c'est bien. L'église est ouverte à tous, c'est ce qui compte. Ce journal touche à sa fin, mais avant de nous quitter, découvrons ensemble les prévisions météo pour les prochains jours. Bonsoir Vanessa Dessy. Quelle est la tendance pour la journée de demain, Vanessa ? Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. Peu de changements, même si le soleil pourrait faire quelques apparitions. Les températures seront pratiquement identiques à la veille. Elles iront de 10 à 15 degrés. Le soleil se lèvera à 6h18 et se couchera à 18h52 et nous célébrerons tous les Habib. Merci Vanessa et merci à vous pour votre fidélité. On referme ce journal comme nous l'avons débuté, avec les préparatifs en salle comme en cuisine. Avant l'ouverture d'Amazonico le 5 avril prochain, les photos de ce soir sont signées Stéphane Dana. Bonne soirée à tous et à demain, 19h, pour une nouvelle édition sur Monaco Info.